aux prestations sociales. Voilà un sujet qui éveille votre attention, j'en suis absolument certain. Nathalie Goulet est avec nous, bonjour. Bonjour. Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice UDI de l'Orne. Vous avez remis ce rapport avec un autre parlementaire, on le cite. Carole Grandjean, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez présenté des mesures pour lutter contre la fraude aux prestations sociales. D'abord, quelle est l'ampleur de cette fraude? Est-ce que vous avez des derniers chiffres? Alors, on n'a pas de chiffres parce que justement, on a fait un travail qui se veut pédagogique et sérieux. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire un état des lieux. Comme beaucoup de chiffres ont été avancés avec des interprétations plus ou moins nauséabondes l'année dernière, on s'est plutôt focalisé sur les structures, le système. Et envisager des solutions. Alors, c'est un rapport d'étape. Le rapport définitif sera rendu dans quelques semaines. Voilà. Donc oui, plusieurs milliards d'euros, ça je peux le dire. Ça c'est clair parce que de toute façon on verse 450 milliards de prestations par an. 450 milliards les de chiffres de la Cour des prestations en comptes. France. Doctus cum libro. On est les champions du monde. Hein. Ah, on n'est pas mauvais, oui. Oui, on est champions du monde. On est aussi très généreux, oui. Et on est très généreux. La France, il faut le savoir, est très généreuse en prestations sociales. Absolument. Alors, prestations sociales, c'est quoi? Rappelez. C'est les assurances maladie, c'est la vieillesse, c'est les indemnités journalières, c'est tout ce qui concerne les allocations familiales, les allocations logement, les allocations etc., logement. etc. Il y a toute une... Donc il n'y a pas un pays au monde qui donne autant à ses citoyens aussi facilement que la France. Alors si on donne facilement, ça entraîne la fraude. Et évidemment, et cette fraude qui est importante, je disais plusieurs milliards. Oui, ça c'est sûr. Comment faire? Comment lutter contre la fraude? Eh bien, vous avez avancé des solutions. Alors, on a avancé des solutions, oui, parce qu'on a vu d'abord, il y a des problèmes de tenue de fichiers. Il y a un nombre de centenaires. La France a vraiment un microclimat pour les centenaires. Si on en croit l'INSEE, les chiffres qui nous ont été donnés, qu'on a communiqués. Il y a beaucoup de centenaires en France. Oui, il y a beaucoup de centenaires. Ils sont présumés vivants, présumés morts, enfin tout ça. Donc, il y a des problèmes de preuve de vie. Donc, déjà, il faut régulariser une caisse à Marseille. Oui, une caisse à Marseille avait fait un petit contrôle. Ils ont eu 33 000 n'habitent pas à l'adresse indiquée. Donc il faut croire quand même qu'il y a un certain nombre de difficultés. Oui. Les caisses, si vous voulez, ont tendance à considérer qu'ils sont propriétaires de leurs données. Donc il faut quand même essayer d'échanger un peu. Pour que l'administration s'assouplisse et échange ces informations. Il faut surtout écouter ce que dit la Cour des comptes depuis des années et dans l'indifférence générale. Et puis il y a des problèmes beaucoup plus sérieux qui sont toutes les fraudes et notamment la fraude documentaire. Vous avez toujours une partie des gens qui vont expliquer qu'il n'y a pas de fraude. Je voudrais déjà vous dire juste une seconde, la fraude aux prestations, c'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude en réseau. On va pas chercher la fraude de survie. Il y a des réseaux qui sont organisés. On a notamment trouvé dans nos auditions un constat d'un monsieur qui avait reconnu 70 enfants. 70 enfants. Et il n'y a pas un clignotant, vous pouvez reconnaître à peu près autant d'enfants que vous voulez. Et personne s'en émeut. Mais non. Alors, là, ça a commencé. Mais oui, mais comme si vous pouvez reconnaître un enfant dans l'Ariège, un autre à Paris, un troisième ou un quatrième dans le Nord, etc. Et comme rien ne se connecte, au bout de 70 enfants, le type, c'est quand même bingo, quoi. Ah, c'est bingo. Hein. 70 enfants, c'est bingo. Oui, voilà. Non, c'est sûr. Alors, Nathalie Goulet, vous donnez des solutions. Par exemple, obligation de fournir une preuve de vie chaque année. Oui. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un doute sur le fait que les gens soient morts ou vivants, il y avait, tout le monde le sait, un microclimat à Tizi Ouzou, mais il y en a aussi ailleurs. En Algérie, oui. Mais il y en a ailleurs. Les banques et les assurances, avec la loi Eckert il y a quelques années, vous envoient chaque année un document que vous devez signer pour savoir si vous êtes toujours mort ou vivant, pour éviter les comptes en déshérence, etc. Oui. Nous, avec Carole Grandjean, on propose d'appliquer, alors peut-être pas tous les ans, parce que c'est quand même un système très lourd, le même type de système pour avoir une preuve de vie des Donc on serait obligé tous les ans ou tous les 2 ans de fournir à l'administration une preuve de vie pour toucher ces prestations sociales. Et pourquoi pas? Moi, ça me paraît bien. Et pourquoi pas? Deuxième mesure, une carte vitale à durée limitée. Voilà. Alors là, vous savez, le système, il a été fait pour une population sédentaire et ne s'est pas du tout adapté à la mobilité ni géographique ni professionnelle. Et donc, le système est extrêmement lourd. Oui. Bon. Et donc, changer de carte vitale et tout ça peut-être tous les ans. Mais alors, je pense que la solution, c'est une dématérialisation. Parce que quand vous êtes un étudiant Erasmus, vous rentrez, vous avez des droits, c'est tout à fait normal. Vous quittez le territoire, il n'y a aucun lien avec votre départ et le maintien de la carte vitale en fonction, si j'ose dire. Elle n'est pas dématérialisée, enfin elle n'est pas désactivée. Sauf si vous précisez que vous partez. Sinon, vous la passez à un copain qui s'en sert et tout va bien.
Bon, il y a des millions de cas. Il n'y a pas de lien, si vous voulez, entre votre présence sur le territoire et le cas. Carte vitale à durée limitée, c'est-à-dire qu'on aurait notre carte vitale et au bout de 2 ans, on serait obligé de la faire renouveler. Par exemple, ou alors on la dématérialise complètement. Oui. Et quand il y a un problème, les services la désactivent. Ce qui veut dire que vous êtes obligé de vous présenter physiquement pour montrer que vous êtes là, que tout va bien, pour continuer à percevoir les prestations. Alors je sais bien que ça va faire hurler, ça complique un peu les choses pour chacun d'entre nous, mais il faut savoir si on veut lutter contre la fraude ou pas. Nathalie Goulet. Mais moi, je crois qu'il faut prendre des mesures et il faut surtout écouter les prestations. Évidemment. Non, mais il y a des choses à faire. Il y a une autre solution. Là, je trouve aussi une très bonne idée, la notification de changement de domicile. Ah oui. C'est vrai qu'on change de domicile, on le dit à personne. Bien sûr. Mais là, il faut. Mais si, à part peut-être pour la carte d'électeur, peut-être pour encore. Mais encore, vous pouvez voter dans votre résidence secondaire. Alors, l'histoire du domicile. Vous avez quelqu'un qui va déclarer son domicile à Paris pour un certain type de prestations en étant en couple avec quelqu'un. Et puis, pour d'autres prestations qui ne sont pas liées à une vie maritale, par exemple, il va déclarer un domicile ailleurs, ce qui fait qu'il va toucher certaines prestations comme étant isolées et d'autres prestations comme étant en couple. Ah ben oui. Et comme les caisses ne correspondent pas, les gens peuvent avoir 2 domiciles. Il faut avoir de l'imagination. Mais il y a une créativité. Alors, la délégation nationale à la fraude a publié une typologie de la fraude, mais vous n'avez pas idée de la créativité des fraudeurs. Ça, c'est sûr. Vous avez un médecin à Reims qui facturait ses clients avec une nomenclature de médecins qui vont consulter en ski. Donc vous direz, vous et moi, qu'elle est skiée pour consulter et donner une consultation vers Reims, c'est quand même très créatif, mais ça a marché comme ça pendant des années. Dites-moi, parce que les fraudeurs ont des complices. Ah, il y a des réseaux. Des réseaux. Ah, il y a des réseaux, oui. Dans les réseaux, il peut y avoir des médecins, il peut y avoir... Alors, la Cour des comptes, je l'ai amenée pour pas que les gens hurlent, donc voilà, la Cour des comptes estime qu'en ce qui concerne l'assurance maladie, 80% du montant de la fraude et 30% des fraudeurs, c'est le secteur médical. Exemple, vous avez un médecin qui va dans un EHPAD, qui va faire 40 consultations des patients. Il va compter 40 fois le déplacement. C'est une petite... c'est une fraude. C'est un arrangement. C'est une fraude. Il n'a pas fait 40 déplacements, etc. Il y a beaucoup. Et il va compter 40 déplacements. Et alors, il y a une chose qui est formidable, c'est que les caisses, ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans le privé, les caisses se fixent elles-mêmes leurs objectifs de contrôle. Ah bon ? Bah oui, les conventions d'objectifs et de gestion, c'est quand même formidable, parce que les gens... Alors, on a vu par exemple l'assurance maladie, pour les lits d'hôpitaux, où il y a quand même beaucoup de soucis, le contrôle de la COG, c'est 0,7%. Ah oui, mais c'est 100 000 lits. Ah oui, d'accord, mais enfin, c'est 0,7%. Vous voulez pas, vous savez, comme la publicité, vous voulez pas faire un petit peu plus... 1% de contrôle, par exemple. Ah non, c'est compliqué, oui, d'accord. Merci Nathalie Goulet. Bonne journée. Pour quand le rapport définitif ? Dans un mois. Dans un mois. Nous y reviendrons. Mais j'espère. 7h18.